Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoici au bout de l'écran. J'ai dû, malheureusement, à cause de la pandémie, à cause d'une situation ingérable, j'ai dû annuler le colloque que j'avais prévu pour le mois de mai et j'ai décidé de le remplacer par une série de séminaires. Trois séminaires, pour être précis, trois séminaires qui vont porter sur des sujets très précis, des sujets pointus, sur lesquels je vais me pencher en profondeur. Et ce sont des sujets qui recoupent jusqu'à un certain point certains des thèmes que nous avons abordés lors du cours cette année. Le premier de ces séminaires, celui que j'aurai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, a trait à l'Alhambra et d'une manière plus générale à l'Andalousie, mais vue d'Orient, c'est-à-dire des visions orientales, des perceptions orientales de ce monument qui deviendra un des hauts lieux du tourisme, mais aussi de l'orientalisme occidental au XIXe siècle. Le deuxième séminaire, dans une semaine, portera sur la photographie, c'est-à-dire sur la manière dont la photographie a été utilisée dans l'Empire ottoman. Et je vais essayer d'aborder le sujet dans le détail et avec un point de vue critique pour essayer de cerner un peu les usages que font les Ottomans de la photographie pendant, en gros, la deuxième moitié du XIXe siècle. Enfin, le troisième séminaire, dans 2 semaines, portera sur un sujet très particulier, sur un prince ottoman. Un prince ottoman, Selahattin Efendi, qui est le fils du sultan Mourad. Vous vous souviendrez peut-être que le sultan Mourad était un des trois sultans de l'année des trois sultans, celui qui n'a régné que pendant 3 mois et qui a dû abandonner le trône en raison d'un accès de folie, disons, un accès de folie et il a été jugé incapable de régner et par conséquent il a été remplacé par son frère Abdulhamid, celui qui régnerait en autocrate jusqu'en 1909 pendant 33 années. Ces trois séminaires correspondent chacun à des projets que j'ai menés ces dernières années, certains que je n'ai pas encore achevés. C'est par conséquent, encore une fois, la logique de ce que j'aime appeler la science pendant qu'elle se fait, c'est-à-dire vous tenir au courant de mes propres recherches et partager avec vous certains des résultats, certaines des conclusions auxquelles je suis arrivé en me penchant sur ces questions précises. Le premier séminaire, donc celui-ci, je l'ai intitulé L'Andalousie et l'Alhambra, ou l'Alhambra et l'Andalousie vue d'Orient. C'est un projet qui a débuté il y a de cela probablement plus de 10 ans, mais auquel je ne me suis attelé que pendant les 5 dernières années. C'est un projet qui aujourd'hui a abouti avec une publication que je viens de terminer et qui est en ce moment sous presse et qui devrait paraître en mai, dans environ un mois. Il s'agit donc de l'Alhambra à la croisée des histoires. Vous en voyez la couverture, qui sera publiée par Les Belles Lettres, donc en français. Et c'est un peu le couronnement de ces 5 ou 6 années de recherche sur la question très précise de savoir comment les Orientaux percevaient ce haut lieu de la mémoire, de l'héritage andalou, de l'héritage
maure, de l'héritage arabe, de l'héritage islamique. C'est un projet qui a commencé avec un accident, comme beaucoup de projets, puisque le déclic a été dû à une photographie qu'une amie et collègue détenait dans sa collection. Il s'agissait d'une photo de famille, une photo qui avait été dédicacée à son arrière-grand-père. Et elle m'a donné cette photographie en me demandant de quoi il retournait, puisque, vous la voyez, c'est une photographie pour le moins assez surprenante. On y voit dans un coin d'un bâtiment évidemment mauresque un arabe, un vrai. Un arabe, un vrai, si l'on en juge par son costume, c'est un alim, c'est un lettré, c'est un des oulémas, et on le voit bien raide, posant devant un décor qui est typiquement mauresque. C'est cette photo qui a déclenché tout ce processus, puisque elle m'a intrigué. En effet, on est habitué à voir des Occidentaux posés dans des décors exotiques. Rarement voit-on des Arabes, des Orientaux, posés dans le même genre de décor. Alors la photo elle-même est muette, mais heureusement, il y a une inscription au dos. Et cette inscription, elle permet de situer un peu le personnage déjà, et aussi le contexte, l'événement, ce qui a été l'occasion de la prise de cette photo si surprenante. Alors, voici la traduction de l'inscription au dos. Vous voyez que, d'abord, un appartement du palais de l'Alhambra situé dans la ville de Grenade, en Al-Andalus, donc en Andalousie. Un souvenir pour le vertueux et honorable Hassan Tarsin Bey, procureur à la cour d'appel de Beyrouth, le 22 janvier 1327, ce qui correspond au 4 février 1912. Et c'est signé Khalil Jawad al-Khalidi, ancien naïb de Diyarbakir. Diyarbakir, une ville de Turquie aujourd'hui, de l'Anatolie du Sud-Est. C'est donc la clé du mystère, en quelque sorte. On comprend qu'il s'agit d'un certain Khalil Jawad al-Khalidi, et heureusement, fort heureusement, ce n'est pas un inconnu. Déjà, al-Khalidi, c'est un nom de famille bien connu. C'est une famille de Jérusalem, une famille palestinienne. Ils se disent aussi Makdisi, ce qui veut dire de Quds, c'est-à-dire de Jérusalem. C'est une grande famille de lettrés palestiniens résidant à Jérusalem. Et vous avez encore des descendants illustres de cette famille, notamment par exemple Rachid Khalidi, qui est professeur d'histoire à Columbia University à New York, un grand spécialiste de la Palestine, et qui est un des descendants de cette famille. Khalidi, sa biographie est assez, j'allais dire ordinaire, disons qu'elle n'est pas surprenante pour quelqu'un provenant de ce milieu. Il a fait ses études à Jérusalem, puis il y a un petit passage à Constantinople, et il a fait carrière dans la jurisprudence. Il était magistrat, d'ailleurs il le dit quand on dit naïb. Un naïb est un juge de second rang, un suppléant parfois, et il a par conséquent fait carrière dans la magistrature ottomane. Ça se comprend puisque la loi, le droit
ottoman était encore, au tournant du XXe siècle, était encore en partie chari. Il était encore en partie islamique et par conséquent, les origines lettrées de cet individu lui donnaient tous les moyens de réussir dans cette carrière. La personne à qui il avait dédicacé cette photo, Hassan Tahsin Bey, lui est beaucoup plus obscur. On apprend qu'il est procureur à la cour d'appel de Beyrouth. C'est donc lui aussi un collègue, un confrère, il est lui aussi dans la magistrature. Vu son nom, il est probablement turc, entre guillemets, c'est-à-dire de culture turque. Mais au-delà de cela, nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'informations concernant sa biographie et sa carrière. Ce qui est intéressant, c'est que la dédicace comprend aussi un petit poème que l'intéressé Khalidi introduit de la manière suivante, copie du poème que j'ai inscrit dans le livre des visiteurs de l'Alhambra. Et ensuite, on a droit au poème, trois distiques. Je me tenais dans l'Alhambra, pensif, pleurant les ruines et en tirant la leçon. Je dis, ô Alhambra, reviens. Elle répondit, les morts peuvent-ils revenir? Et j'ai pleuré, et d'autres me pleurèrent. Hélas, les larmes ne changent rien du tout. Alors, la traduction n'est pas de moi. Vous savez probablement, si vous m'avez suivi, que je me vante, entre guillemets, d'être très ottoman dans mon ignorance de l'arabe. Je vous ai toujours expliqué que les Ottomans baragouinaient un peu un arabe de cuisine, mais qu'en fait, ils n'avaient jamais une vraie maîtrise, sauf exception, bien sûr, des gens dans justement la magistrature, les oulémas, mais pour la plupart, ils n'avaient pas de maîtrise de l'arabe. Et par conséquent, moi, comme eux, j'ai dû avoir recours à des spécialistes, des collègues spécialistes de langue arabe, de littérature arabe, des arabophones, qui m'ont très aimablement traduit ce poème. D'ailleurs, il est amusant de remarquer, et je crois que ça en dit long, sur la complexité de la langue et de la littérature arabe. Je l'ai fait traduire par plusieurs collègues et croyez-moi, aucune des traductions n'était identique. Et par conséquent, il y a toujours un flou artistique dans l'interprétation que l'on peut faire de certains termes. Mais en gros, voilà ce poème. Et c'est un poème qui n'étonne pas, puisque c'est un poème qui se lamente sur la perte d'un monument, la perte de l'Alhambra. Et c'est un sentiment que l'on associe très souvent, en tout cas aujourd'hui, à l'état d'esprit des Arabes face à cet héritage andalou qu'ils ont perdu au cours des siècles, mais en particulier en 1492, avec la chute de Grenade et la fin de la présence arabe dans la péninsule ibérique. Voilà, donc je n'avais que ça pour commencer mon enquête, un texte. Je reviendrai sur la photographie plus tard. Un texte avec des indications qui étaient intéressantes, notamment celle, et je reviendrai là-dessus bien sûr, du livre des visiteurs de l'Alhambra. J'ai essayé par conséquent de donner un sens à cette image. Évidemment, il s'agissait d'un Palestinien lettré qui avait atterri à Grenade en 1912, semble-t-il, donc un voyageur. Or, nous savons que les Ottomans ne sont pas connus pour leur caractère de globe-trotter, et déjà l'idée d'un arabe ottoman voyageant jusqu'en Espagne et faisant du tourisme culturel en 1912, c'était déjà assez surprenant. Ensuite, je suis tombé sur le web, comme ça arrive souvent,
sur un document fort intéressant qui était de la même main et en fait du même format. Vous le voyez à gauche, une dédicace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce document qui se trouvait sur la page web de la famille Khalidi, donc on voit tout de suite le lien avec Jawad Khalil al-Khalidi, ne comportait pas de photographie. Pour moi, c'était évident qu'il s'agissait du dos d'une photographie et que par conséquent, c'était une sorte de pendant à la photographie que ma collègue m'avait montrée, mais une dédicace à quelqu'un d'autre. Et en déchiffrant cette dédicace, j'ai vu qu'effectivement, il y avait à peu près le même format, on était reparti un peu dans la même logique de Khalidi se présentant dans l'Alhambra en dédicaçant une photo à quelqu'un qui lui était cher. Donc il commençait de la même manière en disant « Voici une partie de l'Alhambra dans la ville de Grenade, capitale d'Al-Andalus ». La dédicace précédente était à moitié en turc, c'est-à-dire que la partie adressée à Hasan Tahsin Bey était en turc, mais le poème était en arabe, d'où la nécessité que j'avais eue de le faire traduire. Là, la totalité était en arabe parce qu'il s'adressait à un compatriote, il s'adressait en fait à un parent. Un souvenir pour Al-Hajj Ragheb Effendi Al-Khalidi Al-Deiri, fondateur de la bibliothèque Khalidia à Jérusalem. Donc c'était un cousin à lui, et un cousin qui est connu pour justement cette bibliothèque, la Khalidia, qui est une bibliothèque très connue de Jérusalem, qui a été fondée en 1899 et ouverte en 1900, dont il était le fondateur. Et ensuite, comme pour Hasan Tahsin Bey, il rajoutait la mention suivante. Voici ce que j'ai inscrit dans le livre des visiteurs de l'Alhambra. Donc encore une fois, une référence à ce mystérieux livre des visiteurs, et suivait un poème. Le poème, cette fois-ci, faisait 5 distiques, 10 vers. Je me tenais dans l'Alhambra pensif, ça on connaît déjà. Je dis à l'Alhambra revient, etc. Les 3 premiers distiques sont identiques. C'est exactement le même poème que sur la photographie dédicacée à Hasan Tahsin Bey. Suivent 2 distiques qui sont nouveaux. Si les rois veulent rappeler leurs ailes, une fois disparus, c'est par les monuments. En effet, si un bâtiment croît en stature, il continuera de rappeler les grands hommes. Donc un registre assez différent, puisque les 3 premiers distiques, c'est une lamentation, tandis que les 2 derniers distiques, c'est une sorte d'éloge de la grandeur des souverains, telle qu'elle se traduit par les bâtiments, les monuments qu'ils laissent derrière eux. Et c'est signé, encore une fois, Khalil Jawad al-Khalidi, le 11 Rabi al-Awwal 1323, ce qui correspond au 16 mai 1905. Alors déjà, un mystère, on en avait déjà un, d'où proviennent ces 2 distiques supplémentaires, mais un mystère supplémentaire. La première photographie était datée de 1912, celle-ci est datée de 1905. Que s'est-il passé? Est-il passé 2 fois par le même monument? Non, je crois que l'explication n'est pas compliquée. Il s'agit tout simplement de quelque chose qui se faisait couramment. Lorsque vous aviez une photographie de vous, soit un portrait, soit comme ici, un portrait en pied devant un monument ou devant un paysage, vous en aviez un stock.
vous les distribuiez ou vous les envoyez au fur et à mesure, au cours des années, à des amis, à des connaissances, à des parents. Donc il est clair que la date de 1912 ou même celle de 1905 ne nous dit rien vraiment sur la date de son passage par l'Alhambra. Mais en revanche, je vous le disais, il y a cette mention assez aguichante du livre des visiteurs. Et encore une fois, c'est le web qui m'est venu en secours et qui m'a révélé que depuis quelques années déjà, le patronat, la direction du patrimoine de l'Alhambra avait mis en ligne ce fameux livre des visiteurs, et c'est un livre des visiteurs qui date de 1829, c'est-à-dire que le premier volume, le premier registre, a été créé en 1829, et en plus il a été créé par le prince Dolgorouki, qui est un aristocrate russe, qui était alors secrétaire d'ambassade à Madrid, à l'ambassade de Russie, et qui était un ami de Washington Irving, le célèbre Washington Irving, celui qui a écrit et publié pour la première fois en 1832 les Contes de l'Alhambra. Et c'est pendant un voyage à Grenade, à l'Alhambra, que Irving, Dolgorouki et une demi-douzaine d'autres personnages, dont l'ambassadeur de France à Lisbonne, par exemple, Saint-Priest, se sont rendus donc à l'Alhambra, et Dolgorouki, voyant que les touristes avaient la sale habitude de griffonner leur nom sur les murs du monument, avait eu la brillante idée d'inaugurer une nouvelle tradition. Il avait offert à l'Alhambra un registre, vous le voyez à gauche, Given to the Alhambra by Prince Dolgorouki. Et c'est donc ce désir de sauver en quelque sorte le bâtiment des graffitis qui avait poussé ce prince, cet aristocrate russe, à initier un phénomène absolument époustouflant, puisque depuis 1829, encore aujourd'hui, ce registre continue d'être tenu. Alors maintenant, on en est au volume je ne sais combien, mais les visiteurs ont été invités à signer ce registre. C'est une sorte de livre d'or, si vous voulez, du monument. Seulement, ce qui rend ce livre d'or particulièrement intéressant, c'est que, d'abord, ce n'est pas vraiment un livre d'or, c'est-à-dire que ce n'est pas pour les hôtes de marque, etc., c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, et en plus, les gens s'en donnent souvent à cœur joie, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de signer ou de dater, ils vont souvent laisser des commentaires. Je vous donne à droite un exemple d'une page du premier registre daté de 1834, et vous y verrez au milieu deux noms qui sont, pour ceux qui connaissent l'Alhambra, extrêmement évocateurs, Owen Jones et Jules Goury. Ces deux architectes, l'un britannique, l'autre français, qui s'étaient rendus à l'Alhambra en 1834 et qui en avaient relevé les plans et les coupes architecturales, et qui avaient publié par la suite, quelques années plus tard, un magnifique ouvrage sur les plans, les élévations et les coupes de l'Alhambra. Owen Jones est beaucoup plus connu que Goury, parce que Goury est mort à l'Alhambra, il est mort du choléra, donc il n'a pas survécu à ce projet. Mais voilà, cette page vous donne une idée de la richesse que l'on arrive à trouver, la richesse documentaire que l'on arrive à trouver au fil des pages de ce registre.
Et c'est donc en feuilletant ce registre que j'ai pu dater le passage de mon Khalidi, de mon lettré palestinien. Je savais qu'il était forcément passé avant 1905, donc j'ai commencé à feuilleter sur le web, à feuilleter les pages du registre, et en 1904, je suis tombé sur une inscription en arabe qui était bien la sienne. La voici relevée en rouge, et voici le détail. Et alors, stupéfaction, cette fois-ci, lorsqu'on lit l'inscription qu'il dit avoir laissée, et c'est effectivement l'inscription qu'il a laissée dans le registre, elle est différente de celle qu'il prétendait avoir laissée dans la dédicace de Hassan Tahsin Bey, mais elle est différente aussi de celle de la dédicace de son cousin Khalidi, Ragheb al-Khalidi. Voici ce qu'elle dit. « Est-ce vraiment toi, Al-Hamra? Suis-je vraiment dedans ? Si les rois veulent rappeler leurs ailes, une fois disparus, alors ça on connaît, on reconnaît, il s'agit des deux distiques supplémentaires de l'inscription au dos de la photographie dédicacée à Ragheb el-Khalidi. Mais quand même, alors est-ce que Khalidi avait la mémoire qui flanchait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que nous avons trois documents qui chacun donne une version un peu différente de l'inscription qu'il avait laissée dans le registre des visiteurs. L'avantage de cette enquête, c'est qu'elle me révéla la présence de bien plus d'auteurs, de bien plus de signataires arabes dans ce registre. Khalidi n'était pas seul. Et au fur et à mesure que je tournais les pages de ce registre, je découvrais de plus en plus de signatures qui étaient en arabe et qui étaient signées par des gens qui étaient des orientaux, des ottomans, donc turcophones. Ce n'était pas de l'arabe, mais c'était du turc écrit avec des caractères arabes, du turc ottoman si vous voulez, mais aussi des arabes. Là, je vous donne deux pages, deux pages, je ne dirais pas au hasard, parce que quand même, ils ne sont pas assez nombreux pour qu'on puisse les trouver au hasard, mais ça vous donne une idée un peu de la présence de ces signataires arabophones ou arabographes dans le registre. Et ça a été vraiment le déclic pour moi, puisque je me suis dit, voilà, mon Khalidi n'est pas seul, ce n'est pas un hapax, ce n'est pas une sorte de document unique, il n'est pas le seul parmi les orientaux à avoir visité l'Alhambra, il y en a d'autres. Et j'en ai relevé près de 200. Alors, ils sont de tous bords, puisqu'il y en a du Maghreb, surtout des Marocains, il y en a du Mashrek, beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de Libanais, de Syriens, et puis bien sûr, il y a des Turcs. Entre guillemets, je dis toujours entre guillemets puisque je ne parle pas de nationalité, mais je parle tout simplement de culture. Ce sont des turcophones, ce sont des Ottomans qui viennent généralement de Constantinople, d'Istanbul, et qui, même s'ils signent en arabe, parce que c'est l'alphabet qu'ils utilisent, ils écrivent en turc. Et ils proviennent d'un contexte, d'un contexte culturel très différent de celui des Arabes. Et mes recherches dans ce registre, dans ce fantastique registre, une mine d'informations, m'a montré qu'il y avait beaucoup plus à faire. C'est-à-dire qu'on pouvait se pencher aussi sur les Occidentaux. Évidemment, l'avantage des Arabes ou de ceux qui écrivent en arabe, c'est qu'on les repère facilement.
Je dis toujours que si j'avais dû rechercher des touristes belges, ça aurait été beaucoup plus compliqué, puisque tout le monde écrit en caractère latin. La plupart des signataires sont soit des Espagnols, bien sûr, le tourisme intérieur, soit des Français, des Britanniques, des Allemands, des Américains, beaucoup d'Américains, à cause ou grâce à Washington Irving. Et par conséquent, il est très difficile de picorer parmi ces signatures latines. Puisqu'il faudrait passer des années, littéralement, à décortiquer des milliers de pages, des milliers de signatures, des milliers de commentaires. Et pourtant, on tombe sur des perles assez facilement. Je vous en donne deux exemples. En haut, vous avez un certain C. Bonforti, qui se dit français d'Algérie, donc c'est un colon en quelque sorte, qui dit « C'est Bonforti, lequel regrette de ne pas avoir amené quelques bédouins pour leur faire voir de quoi ils ont été capables il y a quelques siècles et leur apprendre ce qu'ils doivent être ». Vous voyez déjà, le temps, c'est en 1847, le ton extrêmement condescendant, c'est du colonialisme, c'est de l'orientalisme, mais c'est très intéressant puisque ça prouve à quel point la vue de l'Alhambra et de ce registre ouvert à la signature engage les visiteurs à broder un peu et à essayer de situer leur personnage, leur propre personnage, dans ce contexte historique et touristique. Et puis vous avez bien sûr en dessous des Espagnols pour qui l'Alhambra a toujours été un peu problématique. D'une part, c'est la conquête, c'est la reconquista, et par conséquent, c'est les moros. On ne veut pas des morts, on est fier d'avoir sauvé l'Espagne de cette invasion musulmane, mais certains sont très morophiles, ils sont très arabophiles, ils sont très proches de cet héritage, ils s'associent culturellement, émotionnellement à cet héritage. Et c'est le cas, par exemple, du poète Leopoldo Cano, qui dit « Pauvre Espagne, quelle tristesse donne cause ton Alhambra grenadine. Por fanatismo y torpeza, par fanatisme et par torpeur, siempre la cruz en la ruina. La croix toujours dans les ruines, siempre en ruinas tu grandeza. Toujours en ruine, ta grandeur toujours en ruine. » C'est un poème qui a été par la suite publié et qui a provoqué une polémique dans la presse espagnole parce que ce que dit Leopoldo Cano, en fait, c'est que la croix, c'est-à-dire le catholicisme, a en fait ruiné l'Espagne et que par conséquent, la beauté de l'Alhambra est un rappel de la grandeur passée d'une Espagne qui a périclité depuis. Un message quand même très fort et, comme je vous le disais, qui provoque des réactions parmi les cercles conservateurs, nationalistes, etc. Et puis vous avez de simples quidam dont les commentaires sont parfois vraiment touchants. Un certain Aliaga, mi apellido es Aliaga, mon nom est Aliaga, no cabe duda, soy árabe. Il n'y a pas de doute, je suis arabe. Estoy pues en mi casa, je suis donc chez moi. Très, très fort. Et bon, ce Aliaga Romagosa, je ne sais vraiment pas qui c'est, en 1879, mais en tout cas, il a été ému devant ce monument et il en a tiré des conclusions sur ses propres origines. Il a fantasmé en quelque sorte dans cette morophilie. Encore plus fort, un Emilio Ferrera qui marque Seigneur, que nos reconquisten los árabes. Mon Dieu, Seigneur, que les Arabes nous reconquièrent. Alors ça, c'est vraiment très fort, c'est de la haute trahison.
Mais ça dit bien à quel point on voit des sentiments forts émerger au fur et à mesure de la lecture de ces pages. Et puis, dans le même registre, il y a les faux arabes ou les pseudo-arabes. Et ils sont nombreux. D'ailleurs, à première vue, on les prend souvent pour des vrais arabes, mais en fait, ce ne sont pas de vrais arabes. Le premier, c'est un certain Rodrigo al-Madriti, c'est-à-dire Rodrigo de Madrid, Ibn Yusuf el-Qurtubi, fils de Joseph de Cordoba. Et il inscrit ça en arabe, donc il connaît assez d'arabe pour écrire assez mal son nom et ses origines. Et vous en avez plein comme ça. Et puis vous avez bien sûr des étrangers, donc des non-espagnols, qui sont d'une manière ou d'une autre familiarisés avec l'arabe. En bas, vous avez par exemple un certain Gustave Anthony de Berlin. Alors, qui est ce Gustave Anthony? Dieu seul le sait, mais en tout cas, il essaye de signer en arabe. Et puis vous avez des professionnels, Edward Brown al-Inglisi, Muallim al-Lisan al-Farisi, fi Dar al-Funun Cambridge. Donc un certain Edward Brown, anglais, et professeur de persan à l'université de Cambridge. Donc, ceci pour vous donner une idée de la richesse que détiennent ces registres et le travail que l'on pourrait effectuer en essayant de suivre au fur et à mesure l'évolution des sentiments, des réactions de ces nombreux visiteurs de l'Alhambra. Voici pour le texte. Je reviens à ma photo et cette fois-ci, je vais vous parler de l'image elle-même. Je vous avais dit au départ que c'était une image prise dans un monument évidemment mauresque et de toute façon, Khalidi nous en donne l'explication au dos, un coin du palais de l'Alhambra dans la ville de Grenade. Seulement, voilà, je ne suis qu'historien. Et je critique souvent mes collègues historiens de l'art pour leur tendance à surlire, à lire un peu trop les images. Mais là, je dois vraiment faire amende honorable puisque c'est un collègue historien de l'art, Avinoam Shalem, qui m'a donné la clé du mystère en me disant « Mais attends, regarde un peu cette photo, regarde la vue que l'on voit de la fenêtre, ce n'est pas une vraie vue, c'est une photo. Et regarde les cheminées au-dessus de l'auvent, ce n'est pas l'Alhambra, c'est un studio photographique. » Et là, bien sûr, je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais c'est encore plus extraordinaire parce que mon vrai arabe, mon alim palestinien, il n'est pas seulement allé à l'Alhambra, ou alors peut-être n'y est-il pas allé, mais en tout cas, il s'est fait photographier dans son propre costume, dans un décor de pacotille, dans un décor pour touristes, dans un décor de studio de photographes. Alors, ceci a ouvert d'autres perspectives, de l'orientalisme déjà, puisque des photos soi-disant mauresques, ça fait partie de l'orientalisme, et en plus, j'avais en tête une vision un peu obsessive d'une ressemblance entre la photo de Khalidi et un tableau, un célèbre tableau de Osman Hamdi Bey, cet intellectuel, archéologue, muséologue et peintre ottoman sur qui j'ai énormément travaillé. Il a peint en 1905, et 1905 c'est une année après la visite, ou la date de la visite de Khalidi à l'Alhambra. Il a peint en 1905 ce tableau qui représente, selon lui, un croyant disant son chapelet.
hein. Et c'est lui-même, c'est un autoportrait en fait. Il aimait beaucoup se costumer en oriental. Je vous ai toujours dit qu'Osman Hamdi Bey était sur-occidentalisé, super occidentalisé, et que par conséquent il était tellement blanc, entre guillemets, qu'il pouvait se déguiser en oriental. Et il se représente là devant une porte de mosquée. En fait, c'est la mosquée de Rüstem Pacha à Istanbul. Je me disais, il y a une ressemblance entre ces deux poses, entre ces deux contextes qui est surprenante. Je vous rassure, il n'y a aucun rapport. Mais c'est simplement que, d'un côté, un peintre orientaliste qui se représente lui-même dans un contexte oriental, un faux contexte oriental, puisque c'est de la peinture, et à gauche, un lettré palestinien qui pose dans un studio photographique, probablement près de l'Alhambra. C'était quand même très surprenant et ça provoquait un désir de creuser, de gratter la surface de ces images pour essayer d'en tirer une sorte de lecture à rebours, une lecture critique de l'orientalisme. Alors, une fois que j'ai su que cette photo était une fausse photo ou que cette scène était une fausse scène, un décor de photographe, j'ai pu chercher et je suis tombé sur des photos vraiment qui amenaient une dimension presque comique à ma quête. Voilà, vous reconnaissez exactement le même décor, hein, nous sommes dans le même studio, et cette fois-ci il s'agit de touristes, alors sont-ils espagnols, sont-ils anglais, allemands, peu importe, un couple qui pose en arabe, qui pose en costume mauresque, sur des poufs et des coussins, dans cet environnement de pacotille censé représenter l'Alhambra. Et plus j'approfondissais ma quête, plus je tombais sur des photos qui avaient été prises toutes dans le même studio photographique, avec le même décor. L'angle pouvait changer un peu, mais on reconnaissait bien les colonnettes, les arcs, la fausse fenêtre, etc. Donc, quand vous les mettez tout ensemble, là vous en avez 5, et cherchez l'intrus. Hein, vous avez 5 photos représentant l'homme blanc posant en costume mauresque, et puis au milieu, en bas, vous avez Mon Khalidi, le vrai arabe, qui lui pose dans le même environnement. Alors cet environnement, ce studio, j'ai pu facilement l'identifier. Un petit écarté, c'est une tradition qui continue encore à Grenade, à l'Alhambra. C'est-à-dire que si vous allez visiter l'Alhambra, vous pouvez vous faire tirer le portrait exactement comme le faisait Khalidi il y a 120 ans, ou ces touristes européens ou espagnols à la même époque. Le studio, je l'ai identifié, il s'agit de ce que son propriétaire appelait le patio del Cadid, le patio du Caïd, ou le patio arabe, le patio arabe. Et le photographe en question, c'était un certain Rafael Garzón. Garzón, c'était un photographe professionnel, grenadin de souche, qui s'était établi dans les années 1880 et qui, en 1900, avait établi ce gadget, ce studio à 2 pas de l'Alhambra où les gens pouvaient venir se faire photographier dans des costumes morts, etc. Alors voici une carte postale publicitaire de ce patio arabe, et voici le dos d'une photographie à droite, le dos d'une photographie
photographie produite par Garzón, où il fait sa réclame, et à gauche, une carte postale, encore une fois, de réclame, où l'on voit l'extérieur de son studio, et on voit qu'il affiche, il est là assis avec son fils à ses côtés, et on voit que sa vitrine est remplie d'exemplaires de sa marchandise, c'est-à-dire des vues de Grenade, des vues de l'Alhambra, mais aussi probablement des photos en costume mauresque. Donc c'est du tourisme typiquement fin 19e, début 20e, c'est-à-dire un tourisme qui vend de l'orientalisme à des touristes qui viennent en masse. On parle de milliers de touristes. Alors, deuxième volet, donc, l'image. Troisième volet, l'architecture. Puisque quand on parle de l'Alhambra, on parle de l'architecture mauresque, et ce pour une raison assez simple, c'est que vers la fin du XVIIIe siècle, les Espagnols d'abord, et ensuite les Nordiques, notamment les Anglais, découvrent l'Alhambra comme ce palais merveilleux, cet exemple merveilleux de l'architecture médiévale mauresque. Les Espagnols sont les premiers à le faire avec la publication, vous en voyez le frontispice à gauche, Antigüedades Árabes de España, les antiquités arabes d'Espagne, un beau volume illustré qui, en gros, reprend la plupart des façades, des coupes, des plans de l'Alhambra et quelques images de la mosquée de Cordoue, qui, elle aussi, bien sûr, est un monument typique de cette architecture. À droite, vous avez la page de titre des voyages en Espagne en 1775 et 76 de Swinburne, un Anglais, qui lui aussi, en voici un exemple, a illustré son ouvrage de planches assez travaillées représentant l'Alhambra et représentant bien sûr, puisque quand on dit l'Alhambra, on pense tout de suite au Patio de los Leones, le patio, la cour des lions, avec sa fameuse fontaine au milieu. La voici dessinée par Swinburne dans son ouvrage. Et c'est cette tradition qui va déboucher sur les travaux tout à fait remarquables de Owen Jones, de Jules Goury et de Owen Jones. Owen Jones, survivant, va publier dans les années 40, à partir de 1842, cet ouvrage, Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra. Donc une étude architecturale de l'Alhambra, un classique pour les historiens de l'architecture et un classique qui va faire souche puisque Owen n'est pas seulement architecte et illustrateur, il est aussi entrepreneur. Il est entrepreneur et il a une entreprise extrêmement fertile, c'est la décoration de la célèbre exposition universelle de Londres, celle de 1851, qu'il va colorer de manière alhambresque. Il va utiliser le bleu, le rouge, le jaune pour recréer un peu, parce qu'il est obsédé par les couleurs, il est obsédé par la décoration, les éléments décoratifs dans l'architecture. Il va d'ailleurs publier au début des années 1850 une étude monumentale des styles à travers les âges et les continents, The Grammar of Ornament, la grammaire de l'ornementation, la grammaire de la décoration, qui servira en quelque sorte de Bible à bien des décorateurs, bien des architectes dans les décennies qui suivront. L'Alhambra donc, et la cour des lions devient
une attraction touristique. Cette gravure illustre bien à quel point ce tourisme était envahissant. Quand on voit ces touristes probablement britanniques bedonnant, chevauchant les lions de la Fontaine des Lions, ça vous donne une idée un peu de ce que devient le tourisme dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est déjà du tourisme de masse et l'Alhambra est une des destinations principales de ce tourisme de masse. C'est-à-dire que on peut bien dire que le tourisme a été... il y a bien sûr le Grand Tour, il y a la Grèce, etc. Mais ça, c'est pour les gros budgets, c'est pour les aristocrates, tandis que l'Espagne est beaucoup plus accessible et par conséquent l'Alhambra devient très vite une sorte de mecque du tourisme occidental, du tourisme européen et américain. D'ailleurs, le registre des visiteurs le dit bien. Owen Jones, je vous le disais, est un entrepreneur. Donc, après la fermeture de Crystal Palace, le palais de cristal, cette exposition de 1851, l'exposition sera rebâtie à Sydenham quelques années plus tard. Et là, il va s'en donner à cœur joie. Il va reconstituer toute une série de cours historiques. Alors vous avez la cour mésopotamienne, la cour romaine, la cour grecque, etc. Et l'une de ces cours, ça va être justement la cour des lions. Il va restituer un certain nombre de salles de l'Alhambra avec au centre la cour des lions avec sa célèbre fontaine. Ça devient en quelque sorte une attraction pour touristes, mais des touristes locaux. C'est-à-dire que l'Alhambra se conjugue aussi bien pour ceux qui se déplacent et font du tourisme et vont en Espagne, mais elle vient aux touristes aussi, puisqu'elle sera utilisée comme un thème extrêmement populaire, un style extrêmement populaire pendant les expositions universelles. Et bien sûr, vous avez, à partir des années 1850, toutes sortes de copies de l'Alhambra qui sont produites à droite et à gauche jusqu'au Chili. Et un des exemples les plus prestigieux est le palais de la Wilhelma à Stuttgart, le palais qui est construit entièrement à partir d'éléments décoratifs empruntés à l'Alhambra par un architecte allemand, Ludwig von Zandt, qui, lui, n'a jamais été à l'Alhambra, mais qui a hérité en quelque sorte de toute cette imagerie, de toutes ces représentations, et a su les utiliser pour proposer à son souverain un palais alhambresque. Alors, l'alhambresque va dans tous les sens. On frise toutes sortes d'excès. Voici The Royal Panopticon à Londres, qui deviendra The Royal Alhambra. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'Alhambra, une coupole qui est plutôt centralo-asiatique ou bien persane, des minarets kérotes, mais cela vous donne une idée, nous sommes dans les années 1850-60, de l'engouement du public occidental, londonien en particulier, pour ce genre de bâtiment qui souvent frise le kitsch, puisque l'orientalisme s'y prête énormément. Les Espagnols, bien sûr, vont s'en servir, c'est-à-dire que justement, pendant les expositions universelles, les Espagnols vont utiliser le style alhambresque ou mudéjar pour bâtir leurs pavillons nationaux, pour essayer de marquer d'une couleur locale leur image lors de ces foires internationales que sont les expositions universelles. Là, vous avez le pavillon espagnol lors de l'exposition universelle de 1878 à Paris.
on voit bien à quel point cette architecture s'inspire de l'architecture mauresque à lambresque. Et bien sûr, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir, et ça j'y reviendrai un peu plus tard, c'est de voir que cet engouement pour le mauresque va conquérir jusqu'à Istanbul. Dans les années 1860, beaucoup de bâtiments officiels, des palais, des bâtiments gouvernementaux vont être bâtis sur ce modèle. Et en voici un exemple un peu, probablement l'exemple le plus farfelu. C'est le kiosque qui a été bâti et ensuite immédiatement démoli uniquement pour la visite de l'impératrice Eugénie à Constantinople en 1869. C'est de là qu'elle a passé en revue les troupes à Beykoz sur le Bosphore. Et ce bâtiment vous donne une idée un peu de la folie alambresque qui s'empare des architectes qui servent la cour ottomane à cette époque-là. Donc, nous avons le texte, les lamentations, etc. Nous avons la photographie et l'orientalisme. Nous avons l'architecture qui, elle aussi, débouche sur une production de plus en plus orientaliste, médiévaliste et orientaliste. Et puis, bien sûr, il y a la peinture. La peinture, beaucoup de tableaux ont été produits représentant des scènes de l'Alhambra, des salles, des cours de l'Alhambra, mais aussi des scènes, et notamment une scène qui obsède tout le monde, c'est celui du massacre des Abencerrages. Alors ça, c'est une histoire qui a été inventée à la fin du XVIe siècle par un Espagnol, Pérez de Hita, qui a créé un roman mauresque qui relatait les combats, mais aussi les amitiés et les amours entre les conquistadores espagnols et les Maures. Et c'est lui qui a introduit ce mythe, cette légende des Abencerrages qui ont été massacrés par Boabdil dans une des salles de l'Alhambra. Et là, vous avez un tableau célèbre de l'artiste catalan Maria Fortuny, peint en 1870, qui représente cette scène, le massacre des Abencerrages. Et il n'est pas le seul, puisque à gauche, vous avez une célèbre toile de Regnault, d'Henri Regnault, l'exécution sans jugement, qui est sa version du massacre des Abencerrages, une version sanguignolante, c'est un peu le grand guignol, mais ça vous donne une idée de la force de l'orientalisme, et on voit bien que ici l'Alhambra ne sert que de toile de fond. Ce qui est intéressant, la focalisation est sur le bourreau, celui qui vient de décapiter le dernier des Abencerrages. Alors bien sûr, tout ceci nous ramène au roman qui portait ce titre de Chateaubriand, qui a été rédigé dans les années 1810, mais qui a été publié en 26, Les aventures du dernier des Abencerrages, qui va devenir une des souches des fantasmes, des légendes et de l'orientalisme autour de l'Alhambra. Et à droite, vous avez un tableau de l'orientaliste par excellence, Jean-Léon Gérôme, un tableau qu'il a intitulé « La douleur du pacha ». On comprend que ce pacha pensif et tout simplement chagriné par la perte de son tigre. Et c'est une scène très farfelue, comme toutes les scènes de Gérôme, mais une scène qui reprend le cadre un peu imaginaire de l'Alhambra. Enfin, pour couronner l'orientalisme, nous avons cette fameuse exposition, cette section de l'exposition universelle de Paris de 1900, la section consacrée à l'Andalousie au temps des morts. Vous en voyez là une photographie, la représentation de cette cour des lions, et à droite, cette affiche magnifique de
d'Étienne Diné, représentant une danseuse qui est en fait une danseuse Ouled Naïl, une danseuse algérienne, qui vous explique à quel point la passerelle est facile entre l'Afrique et l'Andalousie lorsqu'il s'agit de parler de l'héritage mort. Alors venons-en à nos orientaux. Alors les orientaux, où les trouve-t-on? Je vous l'ai dit, dans le registre des voyageurs. Mais il y a d'autres indications. Par exemple, le voyage en Espagne de Laborde, du comte de Laborde, qui est publié dans les années 1810, en 16, si je ne me trompe, a une planche qui représente la cour des lions. Et ce que l'on voit dans cette cour, c'est un groupe, alors vous voyez un homme avec bicorne qui est en train de servir de cornaquet un groupe d'Arabes. À leur costume, ce sont des morts. Et ce n'est pas une recréation exotique, puisque la légende de cette image dit bien que c'est une ambassade marocaine qui visitait l'Alhambra lorsqu'il se trouvait, lorsqu'il s'y trouvait. Alors, les Arabes, donc, c'est avant tout, par proximité, ce sont les Maghrébins. Et les Maghrébins, les Marocains en particulier, on en connaît quelques-uns qui, déjà à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, ont laissé des récits de voyage où ils parlent de l'Alhambra. Malheureusement, ils n'en parlent que très peu. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est un bâtiment magnifique, etc., mais ils ne nous donnent pas ce que l'on veut entendre, c'est-à-dire les cris, les pleurs et les lamentations, les soupirs, puisqu'on parle toujours du soupir de Boabdil, les soupirs des morts. Non, ils ne nous donnent pas de soupirs. Et lorsqu'on regarde les inscriptions, je vous en donne quelques-unes ici, les inscriptions de ces visiteurs maghrébins, pour la plupart marocains, elles sont extrêmement laconiques. En gros, c'est un tel était là, que Dieu lui pardonne. Enfin, c'est une formule extrêmement succincte qui ne laisse aucune place pour des épanchements et des sentiments. Et par conséquent, la plupart de ces visiteurs, il n'y a pas de mystère, sont des envoyés. Le Maroc est en contact constant avec la couronne d'Espagne, et par conséquent, il y a de très fréquentes ambassades qui sont envoyées à Madrid, mais elles passent très souvent par Grenade. Donc déjà, même si on n'arrive pas vraiment à cerner les sentiments de ces visiteurs, on arrive quand même à se dire que s'ils passent systématiquement par Grenade, c'est bien parce que ça leur plaît, c'est bien parce que ça évoque quelque chose à leurs yeux. Et nous en avons un exemple en 1877, l'ambassade d'un certain Al-Soussi, qui lui, comme ses prédécesseurs et ses successeurs, se contentera de signer le registre. Mais c'est là qu'on voit apparaître un phénomène très intéressant, celui de la presse locale, la presse espagnole et surtout la presse grenadine, qui, elle, va remplir le vide, qui, elle, va mettre dans la bouche de ses visiteurs les paroles que le public veut entendre, va mettre dans les yeux de ses visiteurs les larmes que le public veut voir. Et pour vous le montrer, pour vous l'illustrer, vous voyez à droite une représentation de la visite du dit El-Soussi à l'Alhambra, et vous voyez que l'illustrateur l'a représenté en train de pleurer, en train de se tenir le visage entre les mains, et le texte vous dit qu'il était très ému et qu'il n'a pas pu contenir l'émotion qui s'est emparée de lui à la vue de ce monument.
Et voici un document que je trouve exceptionnel, c'est l'ambassade de 1885, une ambassade qui compte une vingtaine de personnes, des caïds, des secrétaires, etc. Et puis, bien sûr, vous les voyez en haute forme, les Espagnols qui les accompagnent. Donc c'est une visite officielle et cette fois-ci, elle est photographiée, elle est documentée par un photographe attitré qui va les représenter dans cette cour des lions. Donc, il y en a vraiment beaucoup, et encore une fois, la seule frustration, c'est de ne pas les entendre nous dire l'émotion qu'ils ressentent peut-être à la vue de ce monument. Une exception toutefois, la voici, c'est une inscription qui est fort longue, par un certain Malek Salem, qui, alors je ne vais pas vous lire tout ce passage, c'est un poème, il y a une certaine scansion, mais en gros, c'est une lamentation sur la perte de l'Alhambra. L'Alhambra est féminisée, elle est comparée à une belle sultane qui aurait perdu ses joyaux avec la perte de l'Andalousie. Alors, le texte, vous pourrez, si vous le voulez, vous arrêter dessus pour le lire, mais il se termine assez étrangement avec un commentaire sur, je le lis, un roi chrétien a bâti à tes côtés un palais qui, comme toi, est déserté. Il parle du palais, ce palais avec une cour circulaire qui a été bâtie par Charles Quint, une horreur en fait, au milieu de l'Alhambra. Qui sait, vous attendez peut-être tous les deux d'être habités par un monarque sous le sceptre duquel chrétiens et musulmans vivront ensemble comme des frères. C'est ce qui me fait penser, et après consultation de beaucoup de spécialistes, que ce Malek Salem, qui se dit poète de Tétouan, en fait n'était pas un poète tétouanais, mais que c'était une sorte de brûlot idéologique placé par des africanistes espagnols, c'est-à-dire le colonialisme espagnol qui s'est développé après la guerre du Maroc en 59-60 et qui de plus en plus s'empare de l'imaginaire espagnol qui rêve d'avoir des colonies. Et ils arrivent à dominer Tétouan, Melilla, Ceuta, etc. Et par conséquent, le rêve, c'est d'acquérir des colonies comme les Français et les Britanniques. Donc le Maroc est dans le collimateur de Madrid et j'ai l'impression que ce texte est un texte qui a été créé pour essayer d'évoquer la possibilité d'une réunion, alors bien sûr sous la couronne espagnole, de l'Andalousie avec l'annexion du Maroc. En tout cas, c'est un texte qui a été repris par la presse espagnole à intervalles réguliers pendant des années, jusque dans les années 1910. On le retrouve même pendant les années franquistes dans quelques revues un peu obscures. Donc c'est vraiment un texte qui a fait rêver non pas les Marocains, mais les Espagnols parce qu'ils vantaient la beauté de l'Alhambra tout en évoquant la possibilité d'une réunion, lire annexion, avec le Maroc. Venons-en à la Turquie, à l'Empire ottoman et à Constantinople. Ce bâtiment, bâti en 1863 pour abriter la première exposition ottomane, à l'imitation des expositions universelles, est un bâtiment qui a été érigé par un certain Bourgeois, un architecte français, et qui est clairement à l'ambresque. Il en est de même de cette monumentale porte d'entrée du ministère de la Guerre, qui a été bâtie par le même Bourgeois quelques années plus tard, et qui est encore aujourd'hui un des symboles de l'architecture du 19e dans l'Empire ottoman. Pareil, les bains de la
du palais de Chülhan que l'on voit ici lors d'une visite d'Eugénie. Donc en 1869, elle est accueillie à Chülhan et elle visite ses bains. Elle est en admiration, alors que franchement, ça n'a pas dû la surprendre beaucoup, puisque c'était exactement le genre d'architecture qu'elle avait vu en 1867 lors de l'exposition universelle dans certains pavillons qui imitaient justement le style mauresque. Voici une photographie d'un des salons de ce même palais où l'on voit bien que l'influence mauresque est très forte. C'est pratiquement une copie du palais de la Wilhelma que je vous avais montré, le palais allemand que je vous avais montré un peu plus tôt. Alors, beaucoup d'historiens de l'art se sont dit que pour les Ottomans, c'était une occasion de marquer une sorte de parenthèse historiciste, c'est-à-dire de se créer un Moyen-Âge, du médiévalisme si vous voulez. Je ne suis pas du même avis, je pense que c'est vraiment du coupé-collé, c'est du copier-coller, c'est une sorte d'adaptation d'un style qui avait fait fureur en Occident, qui était donc moderne, qui était très matu vu, très tape à l'œil, très décoré, et en plus qui avait l'avantage de faire oriental, puisque pour le public occidental, le Caire ou l'Alhambra ou Istanbul, c'était la même chose. Et par conséquent, les Ottomans, ou le sultan Abdulaziz à l'époque, est à mon avis tombé dans le panneau de s'acheter en quelque sorte une architecture moderne et très visible, qui était mauresque, mais qui pour lui était essentiellement orientale. Et c'est quelque chose que je rapproche d'un objet que je vous ai déjà montré, les insignes de l'ordre de l'Osmani, créés par Abdulaziz, qui donnent exactement la même impression de cette intention d'utiliser des éléments orientalistes, le croissant, le rouge et le vert, etc., pour se créer une identité orientale, c'est-à-dire pour revendiquer une identité propre à l'Empire et se démarquer de l'occidentalisation effrénée de son prédécesseur Abdülmejid. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans le cas turc, ottoman, c'est la fureur, l'engouement pour les thèmes andalous pendant à peu près 2 décennies. Ça commence à peu près en 1859 lorsque Ziya Pacha traduit ou interprète une histoire des morts d'Espagne par Viardot. Il la traduit, c'est donc Tarih Endülüs, en 2 volumes. C'est vraiment une adaptation, ce n'est pas une traduction, mais c'est surtout dans les années 70 et 80 que l'on voit une série de pièces de théâtre surtout, Seydi Yahya, Nazifeh, Tariq, à chaque fois c'est le nom d'un héros ou d'une héroïne andalou ou andalouse qui est repris par généralement Abdullah Hamid, qui est un poète très en vogue à cette époque-là, et qui recrée l'atmosphère de l'Andalousie sous domination musulmane. Et en 88, l'histoire de l'Andalousie de Ziya Pacha est rééditée. Donc vous avez là 2 décennies pendant lesquelles les Ottomans découvrent l'Andalousie, du moins sur le papier, dans les textes. Ça reste très superficiel. Et pour ce qui est d'Abdullah Hamid, je pense que son rêve était plutôt de devenir une sorte de Corneille ou de Racine ottoman que de vraiment s'engager dans de l'historicisme. Mais toujours est-il qu'à un moment où l'Empire est en crise, il est significatif que les auteurs ottomans, ou certains auteurs ottomans, se soient penchés sur la question de l'Andalousie, puisque l'Andalousie, c'est la conquête, mais c'est aussi la perte
pertes. Et c'est justement une période pendant laquelle les Ottomans sont en train de perdre pied dans les Balkans notamment, et le parallèle est frappant. Mais pour en revenir au registre des visiteurs, nous en avons énormément d'Ottomans, pour la plupart diplomates, des hommes d'État, etc., qui sont passés par l'Alhambra. Premier exemple, quelqu'un que vous connaissez, vous vous souviendrez que lorsque je parlais des Tanzimat, je parlais du couple infernal, Fouad Pacha et Ali Pacha, qui dominaient la scène politique jusqu'à leur mort l'un après l'autre en 69 et en 71. Eh bien, Fouad Pacha, alors qu'il était encore Fouad Effendi, jeune diplomate, a été envoyé en 1844 en Espagne pour célébrer la majorité de la reine Isabelle. Et c'est lui qui est passé le premier parmi tous ces orientaux par l'Alhambra et qui a laissé sa signature dans le registre. Vous la voyez ici, elle est en turc et en français. C'est un bon diplomate, il écrit en français, envoyé extraordinaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, près la cour de Sa Majesté la Reine d'Espagne. Suit la signature de son secrétaire, qui est aussi son beau-frère, Kamil, et d'un serviteur grec, un certain Michalis Dimitriadis, qui lui signe en grec. Donc c'est vraiment très ottoman. Et nous avons l'avantage de pouvoir suivre dans le détail les pérégrinations de Fouad Effendi en Espagne. Vous voyez là son périple espagnol, il part de Barcelone pour arriver à Madrid en faisant un crochet par Grenade, grâce à la presse espagnole. Pourquoi ? Parce que la presse est fascinée par ce Turc. Le Turc qui arrive, et ce qui les déçoit un peu, mais les fascine aussi, c'est que ce Turc a l'air européen. Il n'a pas de turban, il n'est pas en costume arabe, en costume maure, il est en complet veston et le seul signe distinctif, c'est le fez, c'est la calotte rouge. Sinon, et par conséquent, dans la presse grenadine, on arrive à suivre toutes les visites, dont l'Alhambra, et c'est par conséquent un document qui vient compléter cette signature très laconique qu'il a laissée dans le registre. Voici, donc, envoyé extraordinaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, etc. En 77, c'est une autre personnalité que vous connaissez aussi, puisque Mithat Pacha, à peine démis de ses fonctions après la promulgation de la Constitution en 1876, il est banni de l'Empire en février 1877, il est envoyé à Brindisi, et de là, il fait un tour de l'Europe, et il débarque lui aussi à Barcelone, et lui aussi, encore une fois, pour les mêmes raisons, on arrive à suivre tout son périple espagnol dans le plus grand détail grâce aux informations recueillies dans la presse espagnole, nationale, mais aussi locale, grenadine. Alors lui, l'inscription qu'il laisse dans le registre est intéressante parce qu'elle fait un peu par cœur. C'est le plus grand exemple pour tous que de voir à quel point ce grand palais du nom de l'Alhambra, établi par Mohammed bin Abdallah, souverain arabe, en gros, il a l'air d'avoir lu son Baedeker. Le Baedeker de l'Espagne n'existait pas encore, mais il lut peut-être le Johan, et il récite sa leçon. C'est très intéressant parce que ça prouve à quel point il est loin des lamentations, des pleurs, des sentiments exprimés par Khalidi, pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas la même culture. Il n'a pas de petits poèmes à réciter parce qu'il ne connaît pas l'arabe et parce qu'il ne connaît pas cette littérature dans laquelle puise Khalidi pour son poème.
Troisième exemple d'un ottoman, mais celui-ci un peu plus intéressant, Mehmet Kamil Bey bin Numan. Alors lui, c'est un gratte-papier, 5e secrétaire du palais, mais je n'ai pas de photo de lui. Je me suis permis d'utiliser une illustration de Pacha tirée de l'assiette au beurre, assez cruelle, parce que c'est une âme damnée d'Abdulhamid. Alors lui, justement, c'est là qu'on comprend un peu la charnière entre l'identité ottomane turque et ottomane arabe, puisque Mehmet Kamil Bey, bien que à Constantinople et employé au palais, est en fait un arabe. Il est de Homs, il est syrien, il est donc arabophone, il est de langue arabe, et par conséquent, lorsqu'il écrit dans ce livre des visiteurs, d'abord, il fait quelque chose que les autres ne font pas, quelques versets du Coran. Et ça, c'est déjà compliqué pour un ottoman de langue turque. Ensuite, ô Alhambra, palais exalté des rois arabes et charmant jardin de la civilisation musulmane, tu es le modèle de la civilisation islamique, etc. Comment voilà, les visiteurs musulmans qui viennent à toi repartent en larmes. Comment puis-je te quitter sans verser de larmes? Tout comme ton malheureux souverain Mohammed bin Abdallah le Jeune, c'est Boabdil, dernier des califes de l'islam, je regarde par-dessus mon épaule et pleure et je te quitte en te disant adieu. Vous voyez toute la différence. Lui, il a des sentiments. La paix soit sur toi, et ça il le dit en arabe, ô Alhambra, la paix soit sur ton peuple, adieu ô ancêtre de cette... Il a quelque chose dans le cœur, il a une vision intime, émotionnelle de l'Alhambra, parce qu'il est arabe. Et cette charnière, je m'en sers pour faire une transition vers justement ces Arabes qui visitent l'Alhambra. Petit détail intéressant, la raison pour laquelle ce Mehmet Kamil débarque à Grenade, c'est parce qu'il est allé à Lisbonne pour le congrès des orientalistes. Il avait été envoyé par Abdulhamid en tant que représentant de l'Empire. Et l'année suivante, vous avez un autre oriental qui fait à peu près le même voyage, puisque lui, il vient de Londres. Il vient de Londres et du congrès des orientalistes de Londres. Il s'agit de Ahmad Zaki Bey, une sommité intellectuelle mais aussi bureaucratique égyptienne. Il est arabe, il est égyptien bien placé près du cabinet du Khedive, et il laisse une inscription qui est fort intéressante parce que elle est extrêmement larmoyante. Encore une fois, elle est ressentie. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est que le début de son inscription, Arka Hazehi al-Hamra, je ne sais même pas prononcer ça correctement, elle est identique avec les deux premiers vers de l'inscription que Khalidi laissera dans le même registre, pas dans le même registre en fait, 3 registres plus loin, lors de sa visite en 1904. Pourquoi? Mon explication, c'est que Ahmad Zaki a publié son voyage. Il a publié un récit de voyage, Al-Safar Ilal Mu'tamar, c'est-à-dire voyage au Congrès, qui décrit un peu son périple européen pour sa participation au Congrès des orientalistes, mais il décrit dans le détail son passage par l'Alhambra. Et là, 2 choses intéressantes. D'abord, il donne verbatim son inscription dans le registre, mais aussi il évoque un poème qu'il aurait récité par cœur, oralement, sans l'inscrire, et ce poème, c'est l'autre poème, ce sont les autres distiques de l'inscription au dos de la photographie de Khalidi. Donc tout d'un coup, les inscriptions si diverses de Khalidi prennent sens. Comment? Tout simplement parce que Khalidi, en 1904, avait sûrement
le voyage, le récit de voyage de Zaki sous le bras, et par conséquent, c'est en le lisant qu'il a parcouru les galeries et les cours de l'Alhambra, il s'en est inspiré, il s'en est servi pour sa propre inscription, pour ses propres inscriptions, ce qui explique les variations sur le même thème. Et ceci nous amène à une question de généalogie littéraire. Voici, alors je ne vous la lis pas bien sûr, voici l'inscription laissée par Khalidi en 1912. Et voici l'original, parce que grâce à mes collègues, j'ai pu remonter à l'origine de ce poème, et c'est un poème qui est élogieux de Madinat al-Zahra, cette fameuse ville palatiale qui avait été bâtie près de Cordoue, et c'est un poète du XIe siècle, Soumaïsir, qui a composé ce poème. En voici l'original. J'ai mis en rouge ce qui diffère de la version de Khalidi. On voit notamment que il a remplacé Zahra par Hamra. Alors, le poème d'origine était pour Al-Zahra. Lui, il le dédie à Al-Hamra. Ça marche très bien, la prosodie est parfaite. Il est en train de réciter quelque chose qui avait été créé au XIe siècle. Et voici l'inscription qu'il avait laissée dans le registre des visiteurs en 1904, ce poème qu'on n'arrivait pas à situer et que l'on retrouve chez Zaki. Et là, il s'agit encore d'un poème composé pour Madinat al-Zahra, encore une fois cette ville palatiale, par Abd al-Rahman, troisième du nom, l'émir et calife de Cordoue au Xe siècle. Alors, on a tout d'un coup devant nous une généalogie de textes, c'est-à-dire qu'en 1900, vers 1890-1900, ces visiteurs sont en train de reprendre des textes qui ont été composés, des poèmes qui ont été dits au Xe ou XIe siècle. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour ce qui est de l'éloge de Madinat al-Zahra par Al-Soumaïsir, à gauche, donc un texte du XIe siècle, je n'ai que Ahmad Zaki et Khalil al-Khalidi pour documenter la transmission de ce poème. Mais pour l'autre éloge de Madinat al-Zahra par le calife Abd al-Rahman, là, on retrouve ce texte, on retrouve ces vers plus ou moins modifiés dans la 398e nuit des Mille et une nuits au sujet des pyramides, dans Al-Safadi dans son histoire de Abd al-Rahman Nasir, troisième du nom, Al-Makrizi l'utilise pour parler, pour vanter la beauté du Caire, Al-Makari l'utilise pour parler d'Al-Andalus, Rifat al-Tartawi, le fameux auteur de l'Or de Paris, cette visite à Paris, l'utilise pour parler de Paris. Ensuite, Ahmad Zaki, mais même un certain Abdelkerim bin Slimane, un secrétaire d'ambassade marocain, en 1895, lui aussi utilise ces vers pour parler de l'Alhambra, dans le registre des visiteurs. Vous voyez qu'il y a là quelque chose, un phénomène, qui est celui d'une mémoire collective, qui est une mémoire littéraire, une connaissance littéraire, qui est typique de ces individus, parce qu'ils sont arabes. Ils sont lettrés, ils sont arabes, ils ont une culture qui peut aller pêcher dans la mémoire littéraire de leur culture, chose que les Ottomans ne peuvent faire. Et c'est pourquoi les Ottomans, à chaque fois, c'est une remarque très diplomatique, un tel, ou alors un texte qui a l'air d'être appris par cœur et qui ne convainc pas le lecteur. Et d'ailleurs, il suffit de voir la production de textes
dans le monde arabe concernant Al-Andalus. Nous l'avons vu, l'engouement des Ottomans s'arrête à peu près en 1890. Hein. On trouvera bien sûr des articles par-ci par-là après cette date, mais le gros de la production littéraire qui se veut andalouciste, elle s'arrête vers 1890. C'est justement à ce moment que les Arabes commencent à produire de l'andalou. D'abord en 92 en traduisant l'histoire des Arabes de Sedillo, une traduction arabe. Ensuite, vous avez le récit de voyage d'Ahmad Zaki. Vous avez le nationaliste Mustafa Kamil qui rédige Fath al-Andalus, la conquête d'Al-Andalus. Shakib Arslan, lui aussi un des grands noms du nationalisme, de l'arabisme, de la Nahda, de cette renaissance culturelle et politique arabe, lui aussi, en 97, il traduit le dernier des ambassadeurs de Chateaubriand. Ensuite, Mohamed Farid rédige son propre récit de voyage de l'Égypte à l'Égypte, où bien sûr il parle de l'Alhambra parce qu'on l'a parmi les signataires. Djourji Zaidan, le fameux romancier chrétien arabe, lui aussi publie un roman très populaire qui s'appelle Fath al-Andalus, la conquête d'Andalus. Ensuite, vous avez encore un grand nom de la Nahda et de l'arabisme, Ahmad Shawki, qui en 1912 compose un poème intitulé La Nouvelle Andalus. Et c'est un poème qui compare Edirne, Andrinople, qui est en train de tomber lors des guerres balkaniques, à Grenade. En 1919, il publiera son voyage en Andalousie. Et enfin, vous avez Shakib Arslan qui, en 1939, va publier son histoire de l'Andalousie avec ce titre typiquement arabe qui me ravit, Tuniques en brocart sur les nouvelles et les vestiges andalous. Bon, et Shakib Arslan est lui aussi un des visiteurs de l'Alhambra. Et là, on voit bien que, contrairement aux Ottomans, qui d'abord se sont arrêtés en 1890 et surtout se sont limités à une exploitation, disons, littéraire, romantique de l'Andalousie, pour les Arabes, et par Arabes j'entends Libanais, Levantins si vous voulez, Syriens, Libanais et Égyptiens, autant chrétiens que musulmans, il s'agit d'un engagement politique, il s'agit de retrouver la fierté, la gloire d'un Moyen-Âge où les Arabes dominaient la Méditerranée, où l'Europe était plongée dans la barbarie. C'est en quelque sorte la vengeance rêvée contre le mal dont il souffre en ce moment, le colonialisme français, mais surtout britannique, en Égypte. Donc vous voyez à quel point les deux carrières, les deux voies commencent à diverger. Les Turcs se désolidarisent en quelque sorte par manque de compétences, par manque de références, tandis que les Arabes, même s'ils y arrivent un peu plus tard, ils vont se plonger en plein dans le sens profond de l'Andalousie et de l'Alhambra comme représentant les gloires passées de leur civilisation. Pour enfoncer le clou, je vais vous présenter un voyageur ottoman et un type extrêmement intéressant, un jeune Turc qui arrive à Grenade en 1900. C'est un opposant du régime, c'est un jeune Turc, mais vous savez comment Abdülhamid les dompte souvent en leur offrant un poste de secrétaire d'ambassade, et lui, il décroche un poste de secrétaire d'ambassade à Madrid et il va découvrir l'Alhambra. Tunal Hilmi, c'est un révolutionnaire, si vous voulez, qui fera carrière, qui deviendra un des grands noms
la jeune Turquie dans les années 10 et qui deviendra une personnalité sous la République, sous le régime kémaliste, même s'il meurt assez jeune en 1928. Et ce qui est fascinant, c'est de voir l'inscription qu'il laisse dans le registre de l'Alhambra. Là, encore une fois, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long, mais je vais quand même vous en lire quelques passages pour que vous fassiez une idée de ce que cela représente. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est naturel et en réalité, il ne se lève ni se couche. C'est une façon de parler et on peut se lancer dans la philosophie et y trouver consolation, mais le fait est que le lever du soleil procure joie et plaisir, tandis que chaque coucher provoque de la mélancolie. C'est sentiment naturel. Tout coucher de soleil est aussi triste qu'il est lumineux, sombre, rouge. Voici l'Alhambra. Ô visiteurs, ô oriental, lorsque subjugués par la mélancolie face au noir et au rouge des nuages, les sentiments de ceux qui sont d'une forte nature ont besoin d'être chargés de foudre. Plutôt que de verser des larmes, leurs yeux devraient projeter des rayons de lumière, de fulgurantes pensées, comme s'ils étaient des éclairs traversant l'obscurité. Bon, je m'arrête parce que ça va dans tous les sens. Ce sont des élucubrations d'un révolutionnaire moderniste qui ne s'intéresse absolument pas à l'histoire de l'Alhambra. Il n'a qu'une chose en tête, d'abord de faire de la poésie moderne ou de la prose moderne, mais surtout d'attaquer le régime contre lequel il se bat, c'est-à-dire Abdulhamid. Et par conséquent, pour lui, l'Alhambra, c'est le symbole de la déchéance, c'est le symbole de ce qui attend Abdulhamid. Voici le destin de deux rivaux. Vois l'Irak et la Syrie, vois donc Al-Andalus. Ô visiteurs, si tu es en quête de vérité, contemple ce paysage avec impartialité, tel un humain et un musulman avec le Coran entre ses mains et sur ses lèvres. Ô habitants de Yıldız, et Yıldız c'est le palais d'Abdulhamid. Ô vous qui vivez dans l'ombre maudite de Yıldız, répondez-moi donc, voici les Espagnols et voilà leur roi. Où sont les Andalous d'antan? Où est donc leur roi? Aujourd'hui, l'Alhambra n'est même pas un paysage de coucher de soleil. Ce ne sont guère que les vestiges de ce paysage tels qu'ils survivent dans les souvenirs, autant que l'on puisse se les rappeler. Donc, en gros, l'Alhambra, pour lui, est une occasion de produire une sorte de diatribe contre Abdulhamid et lui souhaiter la déchéance, le déclin, la défaite que l'Alhambra et les morts d'Espagne ont subi. Pour accentuer encore plus le caractère atypique, moderne de ce personnage, voici deux photographies. Pour mon bonheur, Tuna Hilmi, lui aussi, est allé se faire photographier chez Garzón. Et il en est revenu avec deux photographies. Et elles sont fascinantes. À gauche, il est en touriste, il est en globe-trotter. La seule distinction, c'est son fez, mais il a à la main une valise et la qualité de la photo m'a permis de zoomer sur les deux livres qu'il tient. Et l'un d'eux, c'est le Baedeker, Espagne et Portugal. Et il a un petit récit de voyage de l'Espagne. C'est un récit qui est en grande partie inspiré du Baedeker. On comprend que ce type a visité Cordoue, Grenade, Madrid, Tolède, Saragosse. Avec le Baedeker à la main, c'est un touriste moderne. Et c'est un Turc moderne qui n'a aucune sympathie pour les gloires du passé, etc. Il s'intéresse à la politique et il s'intéresse plus à l'actualité espagnole qu'au passé andalou. Et à droite, la deuxième photo, dans le même coin du studio, il est déguisé en quoi? Une photo nous le révélera, il est déguisé en gitan. Il a pris le costume de Chorrojumo que l'on voit à gauche, c'est celui qui se dit Príncipe de los Gitanos, le prince ou le roi parfois des gitans, un personnage
farfelu qui hante l'Alhambra, qui vend sa photo aux touristes et dont le costume fait partie de la panoplie de costumes fournis par Gathon. Et par conséquent, ce jeune Turc, il choisit 2 costumes pour se représenter. L'un, le sien, celui d'un globe-trotter, et l'autre, celui d'un gitan. C'est l'exotisme espagnol qui l'intéresse beaucoup plus que celui de l'Orient. Je terminerai avec un dernier voyageur ottoman qui en dit long sur la transformation vers la modernité et l'occidentalisation de ces individus, puisqu'on le voit ici posé dans la cour des Lions, en chapeau. Il est chapeauté. C'est révolutionnaire pour les Ottomans. Les Ottomans qui portent toujours le fez. D'ailleurs, le port du chapeau était interdit. Sami Pachazadeh Sezai Bey, un littérateur, un auteur, mais aussi un diplomate, qui a été nommé ambassadeur ministre à Madrid, il visite l'Andalousie avec son chapeau sur la tête, en redingote, les mains dans la poche. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver sa signature pour la bonne et simple raison qu'elle était en caractère latin. Ce qui dit beaucoup, ce qui en dit long sur cette identité occidentalisée, suroccidentalisée si vous voulez, qui commence à définir les visiteurs ottomans après 1908 avec l'ouverture du système vers le libéralisme. Voilà, c'était une petite aventure andalouse qui a duré un peu plus long que prévu, et je vous prie de m'en excuser, mais comme le sujet était un sujet unique que je voulais boucler en une séance, je me suis permis de déborder un peu. Mais voilà, j'ai voulu vous donner un aperçu de ce que l'on pouvait trouver en grattant la surface d'une photo qui m'était parvenue tout à fait accidentellement, et comment un site mythique, iconique, et les créations culturelles, l'idéologie, le tourisme commencent à faire de ce site un véhicule, un agent de la transmission des savoirs, la transmission des légendes, la transmission de l'imaginaire, la transmission du romantisme, la transmission de l'orientalisme. Par conséquent, ce que j'ai essayé de rendre dans cet ouvrage qui sortira dans un mois, c'est précisément ça. Comment on peut croiser les histoires, comment on peut revisiter l'Alhambra en combinant des visions différentes, mais qui finissent par converger, qui finissent par se croiser autour de ce monument qui ne laisse personne indifférent. Et bien sûr, c'est quelque chose qui me permet encore une fois de souligner à quel point la documentation est importante, puisque le projet n'aurait pas vu le jour sans le registre des visiteurs. C'est le registre des visiteurs qui m'a permis de développer ce qui n'était qu'une intuition en une véritable étude d'un phénomène qui parcourt tout le pourtour méditerranéen, du Maroc à l'Algérie, à l'Égypte, à la Syrie jusqu'à Constantinople. Et bien sûr, le sujet pourrait être étendu en incluant des identités que je n'ai pas incluses, par exemple les Juifs, pour faire de cela un moyen de revisiter, de réétudier l'Alhambra dans le contexte de ce va-et-vient culturel entre Orient et Occident, Nord et Sud, centre et périphérie, tout au long du XIXe siècle et pendant une bonne partie du XXe siècle. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Et je vous dis à la semaine prochaine lorsque nous parlerons de photographie dans l'Empire ottoman. Je vous remercie et à bientôt.